Merci, Monsieur Courillot. On va vous laisser la parole sur l'actualité de recrutement et d'admission en master première année. Donc, bonjour à toutes et tous. Et oui, j'excuse à nouveau Monsieur Champin de ne pas pouvoir avoir pu finalement se libérer cet après-midi. Peut-être du coup vous donner quelques petites informations où on en est sur la procédure actuellement. Donc vous savez évidemment que l'offre a été présentée, a été accessible depuis fin janvier, début février par les candidats. Les candidats ont pu candidater de fin février jusqu'à fin mars. Depuis début avril, les établissements ont accès aux dossiers, sont en train de les étudier. Pour l'alternance, la publication des classements pouvait se faire avant la date de publication de l'ensemble des formations, notamment pour les formations initiales, donc qui est prévue le 4 juin. La date limite de remontée des classements est la semaine prochaine, c'est le 28 mai. Hier, on était à peu près à 2800 formations qui avaient déposé leur classement. Aujourd'hui, on est à 3431 exactement formations qui ont déposé des classements. Sur ces 3431 formations qui ont déposé des classements, il y en a 745 qui sont en alternance. Et donc, ça veut dire que ces formations-là, les candidats ont déjà pu voir éventuellement qu'ils avaient été classés sur ces formations en alternance. Alors je dis classés, en fait, ils sont sur la liste des candidats retenus, je devrais plutôt dire, puisqu'il n'y a pas de classement sur l'alternance. Sur les craintes qu'on pouvait avoir sur est-ce que les candidats s'approprient le fait d'avoir été classés ou pas, ce que je peux vous dire, c'est que on a 3400 contrats qui ont été validés par les établissements, donc par les responsables de formation. Donc des candidats ont déposé des contrats. On a 3400 en fait qui ont été validés par les établissements. 729 contrats qui ont été rejetés. Donc les candidats, on leur a dit que le contrat déposé ne répondait pas aux attentes et qu'il fallait en déposer un nouveau. Une petite alerte, on a 95 contrats qui ont été validés parce que les délais n'ont pas été respectés. Il y a à peu près 8 jours pour quand un candidat dépose un contrat ou une promesse de contrat en alternance. Il y a 8 jours pour valider le contrat. Si le responsable de la formation ne bouge pas, le contrat est validé automatiquement. Donc on ne sait pas si ces 95 contrats, c'est un choix délibéré des responsables de formation ou pas. Mais du coup, une petite alerte. Et sur ces 3400 contrats donc validés par les établissements, ça veut dire que ça devient des vraies propositions auprès des candidats qui là peuvent dire ben, j'accepte ou je refuse ou j'accepte provisoirement. Et donc sur ces 3400 contrats validés, on est à la date d'aujourd'hui à un peu plus de 2000 candidats qui ont accepté définitivement la proposition faite. Donc c'est quand même un taux de conversion assez important. Et donc ça veut dire que les candidats à qui on fait des propositions semblent l'accepter assez rapidement. On n'a un peu moins de 200 candidats qui ont accepté uniquement provisoirement une proposition suite à la validation de leur contrat. Dans les chiffres aussi que je peux vous donner, c'est qu'on a déjà un peu plus de 2000 candidats qui ont aussi refusé délibérément le fait d'avoir été le placement en recherche de contrat. Ils ont été placés en recherche de contrat sur plusieurs formations. Il y en a 2000 en tout cas qui ont refusé le placement. Et dans les propositions d'admission faites, c'est quand on a un contrat validé d'ailleurs qui peut être accepté, enfin je peux avoir un contrat qui a été validé à plusieurs endroits, c'est 729 c'est 190 refus d'admission qui ont été faits. Donc assez bien. Voilà où on en est sur la procédure. Voilà, et donc date limite le 28 juin.
Le 28 mai, par contre, pour le dépôt des classements, et publication donc, des résultats le 4 juin. Les candidats ont l'obligation de répondre à partir du 7 juin. C'est valable aussi pour l'alternance. Aujourd'hui, je vous ai dit, il y a un peu plus de 2000 candidats qui ont accepté provisoirement, qui ont accepté définitivement une proposition, et à peu près un peu moins de 200 qui en ont accepté provisoirement. Quand on a une proposition en alternance aujourd'hui, il n'y a pas l'obligation de se positionner. On a le droit, on peut attendre le 7 juin pour donner sa réponse. Visiblement, ils sont assez nombreux à avoir répondu sans attendre. Voilà. Sur la procédure de cette année, peut-être autre élément de distinction par rapport à l'an passé, à tout moment dans la procédure, quand on reçoit des propositions, on ne peut accepter qu'une seule proposition, y compris quand je reçois une proposition en initiale ou en alternance. J'ai reçu une proposition en initiale, j'ai reçu une proposition en alternance. Évidemment, dans les délais fixés, je dois en accepter une, éventuellement enfin, je peux refuser évidemment les deux, si je veux. Je peux en accepter donc une provisoirement, mais je ne peux en garder qu'une provisoirement, que ça soit en hors alternance, que ça soit en alternance. Et si j'ai des propositions dans les deux, c'est pareil, je peux en garder qu'une parmi, de toute manière, à tout moment. Évidemment, si j'accepte définitivement une proposition, c'est fini pour moi. Voilà à peu près pour la campagne en cours. Dernier élément concernant la campagne en cours, c'est donc il y a cette publication le 4 juin. À partir du 7 juin, donc on a à peu près, comme l'an passé, on a 36 heures, j'ai envie de dire, pour répondre à une proposition. Les propositions sont faites en début de matinée et je dois me répondre dans la journée du lendemain avant minuit. Et ce jusqu'au 24 juin. Donc on a la phase complémentaire qui fonctionne de manière très différente de ce qui se passe sur Parcoursup. Je tiens à le rappeler. La phase complémentaire, concernant mon master, les candidats ne peuvent candidater en phase complémentaire que du 25 juin au 30 juin. En fait, un candidat qui a encore des propos, enfin, qui a encore des, qui est en, qui a soit une acceptation, enfin, qui n'a pas d'acceptation définitive, qui a encore des candidats, qui a encore des candidatures sur lesquelles il était encore en attente. On lui demande entre le 25 et le 30 juin de classer par ordre de préférence toutes ces candidatures. Si un candidat candidate en phase complémentaire, et ça ne peut être que s'il n'a eu aucune proposition en phase principale, à ce moment-là, il doit aussi hiérarchiser ses nouvelles candidatures faites en phase complémentaire. Et donc, à la fin du 30 juin, un candidat qui participe à la phase complémentaire a l'intégralité de ses vœux en initiale, en alternance et entre ce qui avait été fait en phase principale et ce qui a été rajouté éventuellement en phase complémentaire, tous ces vœux sont classés par ordre de préférence. Si un candidat fait le choix de garder un vœu, enfin, s'il avait une proposition acceptée provisoirement en phase principale, elle est forcément hiérarchisée en premier. Je ne peux pas je ne peux pas garder d'autres candidatures si mon vœu en phase principale n'est pas classé dernier. En fait. Tous les vœux que je suis en train de garder doivent être prioritaires par rapport à ce vœu que j'ai décidé de garder. Et du coup, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, il y a une sorte de dépilement automatique qui va se mettre en place. La seule réponse qu'on peut demander au candidat, c'est finalement s'il venait à se dire la proposition qu'il a faite finalement, qu'il obtient automatiquement, en perdant automatiquement tout ce qui est en dessous, finalement il ne l'intéresse pas et il décide d'abandonner cette candidature. C'est la seule réaction qu'il peut avoir.
Pour les nouvelles candidatures qui ont été faites, donc les établissements peuvent étudier les dossiers à partir du 1er juillet jusqu'au 12 juillet. 12 juillet, c'est la date limite de dépôt des classements. Et puis, pareil, donc il y aura le dépilement qui va continuer. La phase de saisine, elle, débutera officiellement le 16 juillet, après la publication des résultats, c'est-à-dire que le candidat qui sait qu'il a été refusé finalement partout, et à la fois en phase principale et en phase complémentaire, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'il peut saisir le recteur. Voilà à peu près les éléments concernant la campagne en cours. Les éléments qu'on avait envie de vous rappeler dans notre échange qu'on avait imaginé avec Dimitri, c'est la limite qu'on peut avoir entre les éléments de cadrage nationaux et l'autonomie des établissements. On a cette année le seul, j'ai envie de dire, limite qu'on s'est pris, qu'on a pris, c'est de dire que dans le traitement des informations qu'on peut demander aux candidats, la seule chose qu'une formation ne peut pas demander, c'est si le candidat a candidaté dans d'autres formations et de demander au candidat de hiérarchiser ses candidatures quand on demande, enfin, on ne peut pas demander ce type d'information et on ne peut pas demander d'informations sur la hiérarchisation de ces candidatures en interne ou en externe. Ça a été écrit dans le décret. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? C'est parce que on avait eu des recours auprès du Conseil d'État qui avaient été faits sur la procédure Mon Master l'an passé. Le Conseil d'État avait, au moment de cette instruction, avait dit les seuls éléments qui permettent d'évaluer le dossier des candidats sont les éléments qui concernent les mérites du candidat. Il nous semble que demander si le candidat a candidaté dans une autre formation paraît un peu surprenant pour essayer d'évaluer les mérites d'un candidat. De même, le fait de savoir si la formation est classée première ou dernière dans ses choix nous paraît difficilement défendable pour dire que ça permet d'évaluer les mérites du candidat. Voilà. Pour nous, ça nous semble ressortir du même cadre que lui demander c'est quoi ta couleur préférée. Bon, voilà. Comme beaucoup d'établissements, de responsables de formation, de vice-présidents formation, nous avaient dit on aimerait avoir une position claire sur le sujet, sur est-ce qu'on peut ou pas demander de la hiérarchisation, suite à cette position du Conseil d'État lors de ce recours. Pour information aussi, c'était l'avis du tribunal administratif de Paris qui, sur un recours ancien qui avait été fait en 2022 sur le recrutement en 2022, donc on n'était pas encore concerné par la plateforme Mon Master, il y avait eu un recours qui avait été fait sur une décision qu'avait prise l'université de Panthéon-Assas sur un candidat et le tribunal administratif avait dit qu'il était parfaitement légitime pour vérifier si les informations demandées concernent bien le mérite des candidats. Par contre, regardez ensuite comment sont pris en compte ces éléments, ça appartient à l'établissement. Et donc, c'est ces deux arbitrages-là qui nous ont incités à prendre une position un peu plus claire sur le sujet. Après, pour nous, il nous est difficile de dire ce qui est pertinent ou pas pertinent. Donc, on a rappelé notamment au vice-président formation qu'il y a des instances qui votent ce qui est demandé. Et donc, ce serait bien que si certaines pièces, on peut avoir un avis réservé sur la pertinence d'avoir demandé certaines pièces, ce serait bien que ça soit, au sein des établissements, que ça soit voté. Alors, pour votre information, par exemple, cette année, on a eu dans les soucis qui nous ont été remontés, on a certaines formations qui ont demandé de transmettre les meilleures copies sur une discipline donnée.
Bon, sauf que les copies, parfois, ce sont les établissements qui les ont. Certains établissements ont dit moi, les copies corrigées par des enseignants, je ne transmets pas, je ne permets pas aux étudiants de récupérer, de faire un scan de la copie et de la diffuser avec notamment les commentaires des enseignants. Moi, je trouve que je ne le fais pas. Et donc, on a certains candidats se retrouvaient en difficulté quand certaines formations demandaient les meilleures copies. Donc, nous, côté ministère, on se sent en difficulté pour dire est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de demander ce type de pièces. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la meilleure copie peut contribuer à évaluer le mérite du candidat. Encore une fois, c'est cette question de quelles sont les pièces que je peux demander pour évaluer le mérite d'un candidat. Est-ce qu'il y a des ruptures d'équité quand un établissement refuse de transmettre une copie? Moi, je considère que oui, et du coup, que les établissements, enfin les formations qui avaient demandé ce type de document puissent éventuellement se dire que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'ils avaient pu avoir en prenant cette décision. Mais nous, il nous paraît difficile côté ministère de dire ce type de pièce c'est possible, ce type de pièce c'est pas possible. La seule chose, du coup, l'autre point sur lequel on a pris un arbitrage, c'est de dire que remplir un questionnaire Word qui doit être redéposé, ça on l'a interdit. Pourquoi? Parce que du coup, on s'est dit que côté établissement, c'est beaucoup plus difficile pour un établissement de vérifier ce qui a été demandé comme information quand c'est un document à compléter ou à télécharger via un lien, il a mis surveille ou n'importe quoi. Alors que si toutes les informations demandées sont bien saisies directement sur la plateforme, au moins ça permet un peu plus de garantir le contrôle pour les établissements. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de ne pas d'interdire les questionnaires, mais ça n'interdit pas en tout cas à un établissement de demander les types de pièces qu'il souhaiterait avoir du moment que ça a été voté par les instances. Voilà, donc donc il y a l'ensemble des éléments de cadrage, comme je vous l'ai dit, nous ça se limite à tant qu'on est sur le mérite d'un candidat, ça nous paraît recevable et on ne va pas aller au-delà. Après on laisse les établissements choisir ce qui est possible. Je crois que j'ai à peu près fini sur les premiers points. Je vous laisse peut-être me poser quelques questions sur cette campagne en cours. Et puis après, je vous donnerai quelques informations sur la prochaine campagne 2025. Alors, nous avons quelques questions dans la conversation. La première, qui est de Nicolo Almeras de l'UGA, qui demande est-il possible d'avoir un bilan national des candidatures? Il semble y avoir eu de nombreuses hausses dans chaque établissement. Est-ce que vous avez... Alors, les statistiques, on a à peu près 10% de plus de candidats que l'an passé. Du coup, forcément, on peut s'attendre à ce que cette augmentation du nombre de candidats entraîne augmentation du nombre de candidatures dans les formations. Par contre, le nombre moyen de candidatures faites par les candidats, on est exactement sur les mêmes profils que l'an passé. Je rappelle que l'an passé, tout confondu, le nombre moyen de candidatures distinctes faites par les candidats, c'est à peu près 8. Donc ils sont loin d'avoir utilisé leurs 30 vœux possibles. Je parle de candidatures distinctes, je ne parle pas du nombre de candidatures comptabilisées. Je parle bien de candidatures distinctes. En moyenne, c'est 8, c'est sur les formations classiques. Le nombre moyen de candidatures tout confondu, on doit être à 10. Voilà, pardon. Donc, on n'a pas... Voilà. Donc, oui, il y a sans doute une augmentation du nombre de candidatures par formation. Par contre, il n'y a pas
sur le comportement des candidats, il n'y a pas d'effet massif. Enfin voilà, on a un comportement qui est très similaire. C'est pas un épiphénomène, on va dire, d'ouverture où il y a plus de gens qui se sont connectés, qui ont fait plus de choses cette année, ou c'est pas ça? Si, enfin, comme je l'ai dit, il y a une augmentation du nombre de candidats. Hein. L'an passé, voilà, il y a à peu près 10% de candidats en plus. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, on peut s'attendre à observer le nombre de candidatures, avoir une légère augmentation d'à peu près 10% de candidatures en plus. On va voir avec le recul de cette année ce que ça aura donné. Une question de Françoise Valette de Aix-Marseille Université. Donc Françoise, si tu veux prendre la parole, ce sera peut-être plus simple pour ta question. C'était par rapport... oui, merci. Excusez-moi, il y a eu un petit temps, le temps Pas de souci. de remettre le micro. Donc, tu t'excuses. Bonjour. Françoise Valette, Aix-Marseille Université. Oui, j'avais une inquiétude, c'était plutôt d'ordre technique, puisque l'année dernière, nous avons eu de nombreux doublons, puisque nos propres étudiants n'étaient pas reconnus en tant que réinscription, mais ils ont été inscrits via le service Primo. Du coup, ça nous a généré pas mal de doublons. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution permettant d'éviter ce souci? Lorsque nos candidats sont admis, ils sont issus de l'université dans laquelle ils sont admis. Oui, ils apparaissent chez vous en tant que primo-inscrits. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une difficulté sur le fait qu'ils soient reconnus comme primo-inscrits, alors que... je pense que c'est plutôt de notre côté. Enfin, ça veut dire que nous, lors de l'intégration des OPI, c'est reconnu comme un nouvel étudiant et pas comme un étudiant déjà existant. Donc, ça crée un doublon, en fait, François, c'est ça? Tout à fait. On a eu pas mal de doublons. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce n'était pas systématique. Il y a des étudiants qui n'ont pas compris pourquoi ils ont bien été sur le service de réinscription et d'autres, ils ont été sur le primo-entrant. On n'a pas maîtrisé ce problème-là. Alors, est-ce qu'on a été le seul établissement à rencontrer ce problème? Non, et en fait, je vois qu'il y a des éléments de réponse dans la conversation aussi, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'année dernière, mon master n'était pas interfacé avec le web service INES, et cette année, ils le sont. Oui. Ce qui fait qu'il y aura vraiment une fiabilisation de l'INE, et je pense que ça venait essentiellement de ça, le problème. Donc là, ça devrait être résolu. Après, nous aussi, en termes d'OPI, normalement, on a quand même revu. Donc on devrait vraiment rencontrer moins ce problème-là. Et du coup, Françoise, si ce problème se produisait malgré tout, l'idée c'est que vraiment soit communiquer aux étudiants qu'un étudiant qui vient de ton établissement, il faut à tout prix qu'il passe par Réins, et s'il dit qu'il n'y arrive pas, maintenant grâce à notre nouvel écran, tu pourras t'arranger pour créer le lien sur l'écran de modification de pays. Tu pourras corriger pour qu'ils puissent s'inscrire sur Réins. Voilà. Mais normalement, on devrait avoir beaucoup moins de cas cette année que l'année dernière. Alors, effectivement, ça me permet de compléter peut-être sur les évolutions concernant Apogée. Donc, alors oui, cette année, on a l'interconnexion avec Inès qui est faite, donc ça devrait, en théorie, sécuriser une partie des données. On s'adapte à la nouvelle version, enfin l'adaptation à la nouvelle version Apogée V650 avec le développement du mode Delta voilà. est bien prévu. On va gérer le nouveau champ régime d'Apogée. On va gérer les séries du bac général post-2021, parce que la question ne se posait pas encore l'an passé. Voilà. Et on gère aussi la troisième spécialité de première. Voilà. Bon, voilà. Enfin, il y a quelques petites évolutions. On fait très peu d'évolutions. On a fait le strict nécessaire. On a été dans l'incapacité d'aller plus loin.
S'il fallait qu'on crée en fait la phase complémentaire, ça nous occasionnait un très gros travail, et donc du coup on a fait le nécessaire. Notamment, on n'a pas finalement, on espérait pouvoir le faire. On n'a finalement pas pu prévoir d'interface qui vous permette de saisir les informations relatives au régime. On prend en compte le régime apogée, enfin le nouveau champ régime à apogée. Par contre, ça sera à vous. C'est-à-dire qu'il est en saisie libre. Voilà, il est en saisie libre en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Ce que j'ai pas signalé aussi, pour Pégase, on a une petite évolution cette année. On a travaillé donc avec la cellule PCSCOL, enfin Pégase, pour que le fichier à plat soit le plus compatible possible et pour qu'il soit. Enfin, on ne fabrique qu'un fichier à plat cette année, mais il devrait être en théorie bien adapté aux utilisateurs de PCSCOL. Alors, nous avons une question de Samuel Fouché aussi du Mans. À quelle date aurons-nous accès aux fichiers plats pour les OPI afin de pouvoir ouvrir les inscriptions administratives par le web? Est-ce que vous avez... Alors, ce que je sais, c'est que toutes les nouveautés apogées sont censées être opérationnelles à partir du 12 ou du 13 juin. Ce qu'on sera en capacité de vous donner comme accès plus tôt, je ne sais pas encore. Voilà. Alors, en termes d'inscription, on est parti du principe que même si je sais que quelques établissements essayent d'inscrire leurs étudiants avant la mi-juin, bon, il me semble que quand même très massivement, la plupart des établissements débutent réellement leur inscription administrative plutôt après début juillet. Bon, voilà. On a quand même l'impression qu'en ayant des fonctionnalités qui sont parfaitement opérationnelles un peu avant la mi-juin, ça devrait vous donner des situations à peu près confortables pour tout le monde. Voilà. La date qui a été donnée comme étant la plus qui anticipe le plus, c'est celle du 10 juin pour certains établissements. Mais en même temps, du coup, ça me fait penser à une autre question, c'est qu'on a besoin des frais d'inscription. Oui, est-ce que vous savez Est-ce que vous avez une info, un scoop? Alors, les derniers arbitrages sont encore en cours. Voilà. Bon, voilà, voilà. Je peux pas vous dire s'il est prévu d'augmentation, notamment des tarifs d'inscription ou pas encore. Si vous pouviez faire à nouveau remonter l'information que une arrivée tardive, ça veut dire beaucoup de paramétrage tardif dans les applications et donc des risques d'erreur. Donc ce serait bien, notamment s'il y a des changements. Ça peut être très compliqué, ça peut retarder drôlement les inscriptions. Voilà. Oui, je vous passe le message. Je l'ai vécu de nombreuses années quand j'étais de l'autre côté de la barrière, où généralement, avant le 5 juillet, on n'avait aucune info. Et donc, c'est pour ça que quand je parle de début juillet, voilà, très souvent, comme de toute manière, on n'avait pas l'info avant le 5 juillet de savoir c'était quoi les tarifs d'inscription. Et du coup, mécaniquement, faire des inscriptions administratives avant le 5 juillet, c'était de toute manière pas possible. Bon, là, quand même, avec l'arrivée des plateformes, notamment de mon master, beaucoup d'établissements commencent maintenant fin juin, n'attendent pas début juillet pour commencer les inscriptions. Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'on garde bien cet objectif de. Je veux dire, normalement, nous, on est plutôt confiants sur le fait que 13 juin ou plus tard, toutes les fonctionnalités apogées, les nouvelles fonctionnalités apogées seront bien à jour. Okay. Alors, j'espère ne rien avoir raté. Donc, Karine Miras, Bordeaux-Montaigne, qui dit qu'elle commence les inscriptions le 26 juin. En effet, donc ça revient à ce que nous disions. Ouais. Marianne, Bercereau de Paris-Saclay, qui demande des évolutions pour l'année prochaine, avec l'ajout du champ statut.
Chaque statut nous permet d'appliquer des profils particuliers suivant les régimes, ce qui est utile pour les apprentis qui sont dispensés des droits de formation. Ouais. Donc, on en avait discuté, notamment avec Dimitri, on avait expliqué un peu le régime, c'était important, mais aussi le statut. Donc, en effet, pas pour cette année, forcément. Non, mais... Voilà, il y a un certain nombre d'évolutions qu'on espère pouvoir faire clairement l'an prochain. Alors, une longue question peut-être, je ne sais pas. Nous avons trouvé cet élément. Myriam, vous voulez intervenir directement pendant qu'on regarde ce que vous avez mis dans la conversation? Est-ce qu'elle a recopié en fait, oui, bonjour. Bonjour. En fait, comme tous, nous sommes inquiets par rapport aux tarifs nationaux et nous avons retrouvé ça dans l'arrêté de 2019. Oui. Donc, bon, ça n'induit pas que ça n'augmentera pas ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un élément de réponse. C'est quoi la question? C'était quoi? C'est sur les tarifs nationaux toujours. C'est sur les tarifs, oui. Oui, alors il y a la possibilité éventuellement de faire évoluer quand même les tarifs nationaux sur l'augmentation, enfin l'augmentation du coût de la vie et enfin prendre en compte éventuellement l'inflation. Voilà, donc mais je peux pas encore vous dire si ça sera appliqué ou pas appliqué cette année. Donc voilà, les tarifs nationaux sont susceptibles d'évoluer, enfin restent susceptibles d'évoluer. Je vais plutôt le formuler comme ça. Nous avons une question de Nathalie Austré qui a levé la main de Strasbourg. Tu peux prendre la parole, Nathalie. Oula, Nathalie? Ton micro est coupé peut-être? Pas de micro, désolé. Alors oui, pardon. Donc dans la conversation? Oui, c'est bizarre. Le micro est indiqué comme coupé, effectivement. Je ne sais pas si on peut l'activer. On va tenter. Non. Elle dit pas de micro, désolé. C'est que. Ah, d'accord. Pose ta question dans la conversation, alors, du coup, s'il te plaît, Nathalie. Sur les droits, il est important que si l'indice s'applique, nous ayons quand même l'information. Oui, parce que c'est vrai que l'arrêté du 19 avril, je crois, c'est celui du 2019 qui avait introduit l'évolution possible sur l'indice des tabacs, des droits d'inscription. Je sais que la première fois, on avait essayé chacun de calculer quel serait le bon tarif si on se mettait là-dessus, et on se retrouvait avec des établissements qui n'étaient pas forcément d'accord, qui n'avaient pas forcément fait les mêmes arrondis, et ça posait la question quand même d'avoir une voie nationale qui disait cette année les tarifs sont ceux-ci. Oui, éviter d'avoir, on prévoit bien, du coup, voilà, on a conscience que comme il y a un risque, tout le monde n'applique pas la même règle. On a bien prévu, si les tarifs viennent à évoluer, de faire une communication officielle, soit pour dire comment tout le monde doit calculer son tarif, et donc du coup, ça revient à peu près à faire une publication officielle. Quels sont les nouveaux tarifs des diplômes nationaux. Voilà. Je ne présume pas de la capacité mathématique de certains collègues, mais je pense qu'avoir, quitte à communiquer, autant envoyer des tarifs. Voilà. Voilà. Si on doit expliquer à tout le monde c'est quoi la formule et comment on doit l'appliquer, autant là, voilà. Voilà. Et oui, j'ai bien conscience que c'est important qu'on puisse vous communiquer l'info au plus tôt. Pour votre info, on a échangé en début de semaine avec le réseau des vice-présidents formation qui nous posait exactement la même question. Et je leur ai fait exactement la même réponse. Très bien. Nathalie, donc c'était oui. Alors Lydie, fastidieux de changer les droits d'un apogée si on pouvait éviter les calculs préalables, oui. C'est encore un risque d'erreur, comme le soulignait Lydie Chambaz de Lyon. Oui, donc y compris les tarifs tableau 2, donc c'est les tarifs des droits différenciés.
Oui, c'est ça. pensais que tu- Donc, alors oui, quand je dis qu'on refait les calculs, c'est bien à la fois pour les inscriptions. Enfin, il y a la question des droits réduits. Par exemple, quand on fait une inscription secondaire, enfin, il y a certains cas où le tarif du droit réduit s'applique. Et puis sur les droits différenciés, oui, on a le tableau est un peu long. Ouais. Alors, Lydie, tu veux intervenir? Lydie Chambas, Lyon. Oui, sur les droits, c'était juste pour rajouter quelque chose. Bon, certes, il y a les droits nationaux, hein, mais je ne sais pas comment les établissements fonctionnent aussi avec leurs droits spécifiques sur leur DU. Mais par exemple, moi, mes droits spécifiques, enfin, mon total étudiant est aussi basé sur le droit de base de la circulaire du ministère. Donc, quand j'ai le droit de base du ministère qui change, il faut que je réajuste tous mes droits spécifiques. D'accord. Donc voilà, c'est pas que les droits nationaux quand il faut changer les droits, donc il faut aussi tenir compte de ça dans tout le travail qu'on a à faire. Moi, ça peut représenter plus de 2000 droits à changer. Hein. Alors, voilà, ce que je peux juste vous dire, c'est que on a alerté sur le fait qu'il serait important de pouvoir communiquer le plus rapidement possible sur l'arbitrage pris de est-ce qu'une évolution se fait ou pas, et si s'il y a évolution, bien préciser en fait quels sont les tarifs appliqués pour tout le monde. Voilà. En tout cas, il est fort probable que vous ayez l'info bien avant le 1er juillet. Bon, bon voilà. Bah, en même temps, il n'y a rien qui oblige à faire en sorte que les tarifs des DU correspondent aux droits nationaux. Je sais que moi, j'avais la même chose dans l'université, mais en soi, il n'y a aucune obligation réglementaire. Ouais, non, mais je suis Non, mais d'accord, c'était aussi un Eric, message à faire passer aux responsables de DU, c'est ce que je veux dire, qu'on n'est pas obligé de caler exactement si tu veux, sur en les fait, mêmes c'est droits. qu'ils ont mis une règle à Lyon 1, voilà, qui est un peu historique, quoi. C'est que si tu veux, on ne Oui, touche pas le total pour l'étudiant. Et d'accord. notre droit, il est coupé en deux. Donc, il y a le droit de base, on va dire, du ministère et le droit spécifique de l'étudiant. Donc, si tu as le droit de base du ministère qui augmente de 3 euros, ça veut dire que moi, il faut que je diminue mon droit spécifique de 3 Oui. euros pour que le total étudiant ne change pas. Donc, tout ça, il faut le changer D'accord. aussi, quoi. D'accord, je comprends mieux. Ok. Voilà. Du coup, Donc, il nous reste 10 minutes. Donc, je vais vous parler peut-être de la prochaine campagne. Donc, pour l'an prochain, l'évolution majeure va concerner la manière dont sera affichée en fait l'offre de formation pour les candidats. On n'aura plus une entrée mention de master. Aujourd'hui, l'entrée, c'est la mention de master. Une fois que j'ai trouvé une mention de master, je découvre quels sont les parcours qui sont proposés au sein de cette mention de master, avec les parcours de M1 et éventuellement les parcours de M2. Ça, c'est la logique actuelle. L'an prochain, la nouvelle logique, ça va être plus une logique Parcoursup, j'ai envie de dire, c'est la formation candidatable, donc les formations qui recrutent en première année de master, et uniquement la porte d'entrée, donc c'est la formation qui recrute en première année de master. Donc l'affichage se fera à la fois sur celles qui recrutent sur mon master, et à ce jour, on prévoit aussi d'afficher les formations qui recruteraient, qui par dérogation recruteraient hors de la plateforme Mon Master. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elles seront bien taguées. Un candidat, quand il cherche une formation, il voit cette formation-là existe et recrute, propose tant de places et recrutera par Mon Master, ou il verra une info en disant cette formation a tant de places. Elle recrute selon tel calendrier, via telle procédure, en passant par la plateforme machin. Voilà. Et on demandera d'indiquer pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas par la plateforme Mon Master. Donc la plupart du temps, c'est parce que c'est une formation internationale. Éventuellement, ça pourrait être de dire, parce que ça permet éventuellement de communiquer sur le fait ce master existe, enfin ce M1 existe, mais il ne recrute pas. Pourquoi? Parce que il y a une continuité, je pense par exemple sur les IAE, ça arrive de temps en temps, je suis dans un magistère.
Le recrutement a été occasionné à l'entrée de la L3 et la poursuite en M1 est automatique. On peut avoir le cas aussi des CMI. On peut souhaiter, par exemple, un établissement qui voudrait faire de la pub pour le fait j'ai mon CMI, parcours de CMI, machin, qui existe. Donc, pourrait être indiqué, en fait, il n'y a pas de recrutement, puisque, évidemment, les seuls candidats qui rentrent dans le parcours CMI, ce sont ceux qui étaient déjà en CMI les années d'avant. Voilà. Ça peut permettre aussi aux ENS de dire que j'ai des parcours de master qui existent, et puis le recrutement, il s'est passé déjà en amont, en prépa. Bon. Voilà la logique. Alors, les candidats voient toutes les informations qui concernent le parcours proprement dit, et ensuite, ils retrouveront, alors on ne sait pas encore si c'est plusieurs onglets, disons qu'il y aurait au moins un onglet qui serait le parcours dans la formation sur laquelle je candidate, et il y a un onglet ou plusieurs onglets sur lesquels on retrouverait par contre toutes les informations qui étaient avant sur le site MoreMaster avec la logique entrée-mention. Et donc, j'ai les infos générales sur la mention et je pourrais voir à ce moment-là les autres parcours qui existent en M1, les autres parcours qui peuvent exister en M2. Donc, on retrouvera une partie des informations qui étaient présentes au niveau de la mention. Alors, au niveau de la saisie de l'offre, de formation. Alors, elle va se passer en 2 temps. Début novembre, il y aura la saisie de l'offre classique telle qu'on a l'habitude de le faire avec l'entrée-mention, la déclinaison avec, dans mes mentions, voilà un certain nombre de parcours qui peuvent exister en M1 et en M2. C'est ce qui va permettre d'alimenter la deuxième partie. Et dès début décembre, on vous demandera de saisir par contre ensuite votre offre de formation candidatable et de paramétrer du coup ce que j'ai appelé le premier onglet de la formation candidatable. Donc ça soit sur mon master, que le recrutement se passe par mon master ou éventuellement, comme je l'ai évoqué, une formation candidatable qui recruterait hors plateforme. L'outil de saisie de l'offre globale au niveau mention, l'an prochain, on prévoit de rester sur TMM0. On a réfléchi notamment avec l'association des directeurs des études et de scolarité. On n'était pas sûr à 100% d'avoir un outil qui soit facile à prendre en main et pour saisir cette nouvelle offre de formation. Et donc, on a plutôt fait le choix de sécuriser le mode de saisie en restant sur un outil qui est plutôt bien connu. Donc, on reste sur TMM0, enfin pour ceux qui sont les anciens et qui connaissent le dispositif. Donc, on restera sur un outil sur l'outil TMM0 pour début novembre. C'est ce qu'on prévoit de faire. Et par contre, donc à partir du 1er décembre, une fois qu'on a, au début décembre, à partir du moment où vous allez commencer à saisir votre offre de formation sur TMM0, ça permet de générer votre offre de formation candidatable sur ce qu'on appelle plutôt TMM2 et dans lequel vous avez donc la saisie de votre offre. Dans les nouveautés qu'on aura l'an prochain, en fait, ce qu'on avait l'habitude d'appeler TMM1, donc la plateforme qui présente l'offre de formation, ça ne sera pas une nouvelle plateforme, ça sera une plateforme déconnectée de TMM2, de la plateforme de candidature. Ça sera la même plateforme que la plateforme de candidature. Et ça veut dire que fin janvier, début février, quand les candidats arrivent sur la plateforme qui présente l'offre de formation, c'est bien aussi la plateforme de candidature. Et du coup, on leur permettra de pouvoir se créer un compte éventuellement. Ça leur permettra du coup de saisir des formations entre guillemets favorites. Et du coup, au moment où ils voudront candidater à partir de fin février,
sur ces formations qu'ils auront identifiées dès début février, et ils pourront plus facilement les retrouver. Côté candidat, du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus la question de savoir, quand je veux candidater dans une formation, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'établissement recruteur. Pour les candidats, ça sera transparent, puisqu'il voit une formation candidatable, il a envie de candidater dessus, bah, il candidate dessus, point. Enfin, si le recrutement se fait sur mon master. Évidemment, si le recrutement se fait hors plateforme, et il a eu l'info comme quoi c'était hors plateforme, et il devrait candidater. Donc on a informé qu'il pouvait y avoir une autre procédure de recrutement. Monsieur Courriot, pardon, il nous reste 5 minutes. Hein. Oui, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là, je pense effectivement pour la présentation de la nouvelle campagne de candidature. Et si vous avez des questions sur cette nouvelle campagne de candidature, voilà. Alors, je m'engouffre sur la dernière remarque que vous avez faite, où l'étudiant allait postuler sur une formation et non plus voir l'établissement, il voit quand même le lieu de la formation. Oui. Alors, il voit le lieu de la formation, il voit l'établissement qui met en œuvre la formation. Je prends le cas d'un master MEF, par exemple, premier degré, qui serait mis en œuvre sur l'université B, mais dans la pratique, dans la machine, en fait, c'est l'université A qui est censée être recruteur dans le sens qu'a paramétré les choses. L'étudiant, lui, ne le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il candidate dans l'université B sur le site décliné. Et pour lui, c'est transparent de savoir que, en fait, la formation, finalement, a peut-être été paramétrée par un autre établissement. D'accord. Donc, ce qui est bien mis en avant, c'est le lieu de la formation et l'établissement qui opère la formation. Du coup, on n'a plus besoin de communiquer auprès du candidat. Attention, pour des soucis techniques, on se retrouve avec l'université machin qui a paramétré le truc, et donc tu dois aller chercher dans l'université A pour savoir pour pouvoir candidater sur B. Ça devient transparent pour le candidat. Alors, nous avons une question de Madame Godot de l'Université Paris-Cité. Cindy, si tu actives ton micro. Voilà, merci. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant le calendrier que vous avez énoncé pour la prochaine campagne. Si j'ai bien compris, on saisira donc l'offre de formation à partir de novembre, comme les années précédentes. Oui. Mais vous remontez le calendrier pour les formations candidatables à partir de décembre. Oui. Je voulais savoir jusqu'à quand on pourra saisir, puisque nous, l'établissement est dans une nouvelle accréditation, puisqu'on est dans la vague D. On n'a pas forcément toutes les informations à cette période-là, et ce nouveau calendrier nous oblige, et je pense qu'on ne sera pas les seuls, à revoir nos calendriers de vote dans les instances. Donc je voulais savoir jusqu'à quand on allait pouvoir saisir dans les formations candidatables. Est-ce qu'on pourra en janvier, par exemple, parce que pour nous, ça va être très délicat d'avoir toutes les informations et toutes les informations votées à temps, puisqu'on avait prévu de faire voter cela en novembre, mais le faire voter en octobre, c'est quasiment impensable, vu que l'offre n'est même pas encore finalisée à cette période. Alors, ce qui devra être saisi au niveau formation candidatable, en gros, il y aura jusqu'à mi-janvier. On va voir si on peut déconnecter les informations qu'on a besoin d'afficher pour que le début février, par exemple, les formations soient bien disponibles, du fait que éventuellement, je peux peut-être avoir l'ensemble de mes questionnaires soient pas encore totalement finalisés. Et je peux compléter mes questionnaires, parce que le fait de faire acte de candidature, ça restera fin février. Voilà. Vous récupérerez de toute manière aussi les paramétrages des années passées. Et donc, du coup, on peut avoir un paramétrage qui peut être éventuellement pas tout à fait, qui pourra être modifié, même si il y a les informations qui doivent être absolument affichées. Alors, c'est la colle. Ça, par contre, on a besoin de l'afficher assez tôt. Donc ça veut dire qu'il va falloir la voter au plus tard avant la mi-janvier, puisque
elle sera affichée fin janvier. Alors bon, entre guillemets, il peut y avoir un peu de marge de manœuvre. Officiellement, ça pourrait être voté fin janvier. Mais comme l'info doit être saisie assez tôt, il faut avoir stabilisé quand même l'école peut-être assez tôt. Ensuite, les diplômes, par exemple, conseillés pour rejoindre la formation, c'est une information qui sera demandée, qui sera plus large que l'an passé, c'est-à-dire qu'on vous demandera peut-être pour les établissements qui souhaiteraient dire il n'y a pas que certains diplômes nationaux de licence permettent de rejoindre ma formation. Si un responsable de formation avec l'établissement y est d'accord, souhaite afficher, par exemple, j'accepte certaines licences pro ou j'accepte certains buts, l'établissement qui souhaite le faire aura la possibilité de le faire. Et ça, par contre, ça doit être diffusable et accessible dès fin janvier, début février. C'est là où il y a un niveau de paramétrage. Ce qui m'inquiète, c'est la saisie de l'offre de formation, puisqu'on ne l'aura pas forcément stabilisée, et toutes les données, les critères et ce genre de choses, parce qu'on fait voter les capacités à cette période. Pour les formations candidatables, évidemment, on peut faire ça dans un second temps, même si dans l'établissement, ça va être pas envisageable, ou difficilement, vu la masse de formations. Mais habituellement, on avait pour la saisie de l'offre de formation jusqu'à fin janvier, enfin au moins mi-janvier. Là, ça me semble compliqué pour nous. Enfin, je sais pas, on va voir, mais faut qu'on voit, parce que toutes les universités dans la vague D vont être impactées avec ce changement de calendrier. Oui, on en a conscience. En même temps, il y avait la saisie, par exemple, dans TMM0. On a pu observer que le changement de vague avait finalement un impact assez limité sur TMM0. Ça demande un gros travail, hein, voilà. Mais je veux dire, les informations sont souvent déjà disponibles début novembre. Si les informations ont pu être saisies dès début novembre, on sait souvent quand même, et les responsables de formation peuvent quand même essayer d'avoir un peu anticipé sur ce qu'ils souhaiteraient pouvoir afficher comme parcours qu'ils vont recruter. On a alerté tout le monde assez tôt, et donc voilà. Mais j'ai conscience que côté saisie, ça va pas être simple. Non, pas du tout, effectivement. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Merci Cindy. Une remarque de Nathalie sur le même sujet. Y aura-t-il, alors c'est par rapport à l'utilisation de TMM0, sur le fait que plusieurs utilisateurs puissent être en même temps connectés sur TMM0? Malheureusement, non, parce que justement, on reste sur TMM0. Si on avait quitté TMM0, la réponse aurait été oui. Malheureusement, on va encore conserver pour cette année TMM0, et du coup, voilà. Et donc, enfin, pour vous donner cette fonctionnalité-là, c'est le même argument qui est utilisé d'ailleurs tous les ans, en se disant on avait d'autres priorités. Bon, sauf que là, on sait que TMM0, c'est vraiment la dernière année qu'on l'utilise. L'an prochain, on utilisera un dispositif qui s'appelle, enfin, l'outil d'alimentation de ce qu'on appelle Fresque. Et du coup, voilà, on n'allait pas faire du développement pour un truc qu'on va jeter à la poubelle. Ouais, c'est pour ça que je suis désolé. Merci pour votre réponse. À noter que sur le Club U Strasbourg, le mercredi après-midi, nous aurons l'intervention de Laurent Régnier sur le projet Fresque, pour vous informer de cette mise en place de ce SI de la DGZIP. Je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on va arrêter là. On vous remercie, M. Corillo, pour votre intervention et tous ces éléments. Je vous en prie. Merci à tous pour votre participation. Je vais arrêter l'enregistrement et on démarre dans quelques minutes sur la troisième partie avec Madame Dupré, qui, je pense, est arrivée. Ouais. Merci encore, M. Corillo. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. C'est reprise à quelle heure? Parce que du coup, il faut Écart. Donc, nous reprenons à